présenter pas mal de choses. J'avais envie d'inviter également Renaud ici parmi nous. Alors Renaud, vous avez remarqué déjà, j'ai pas mis sa photo en fait. Renaud, c'est le directeur du site VKR France, plus connu sous la marque Velux. Donc tous les Velux se sont fabriqués pour la France par l'usine qui est à Feuquières, en Vimeux. Et auquel on a remis l'année dernière, lors de la cérémonie des trophées de l'industrie, un lauréat des acteurs de la sécurité. Et ce qui était bien avec Renaud, c'est qu'il est venu avec toute son équipe, en fait. Donc, il va nous expliquer un petit peu, voilà, comment il manage la sécurité, et pas que d'ailleurs, parce que c'est vraiment un esprit, je pense, qu'il y a sur ce site-là. Et je pensais que c'était un bon exemple aujourd'hui pour voilà, compléter un petit peu une autre vision, une vision profondément ancrée dans le terrain. D'accord. Alors, bonjour à tous. Merci d'avoir mis la photo de groupe, parce qu'effectivement, le sujet dont je vais vous parler, c'est vraiment comment impliquer l'ensemble, ou tout au moins le maximum de collaborateurs dans la démarche sécurité. Et c'est ce qui nous habite au sein de l'entreprise. Là, c'est une photo aérienne. On est sur 2 sites, mais c'est une photo aérienne. Et c'était juste pour illustrer qu'on est aussi organisé en mini-usine, c'est-à-dire qu'au sein d'une entreprise où on est à peu près 400, 450 actuellement, on a aussi la mentalité de PME par ce biais de petites entreprises, et ça concourt aussi à cette appropriation du thème qu'on débat aujourd'hui, la sécurité, mais on applique ça sur l'ensemble des thèmes de l'entreprise. Donc juste pour figurer un peu le contexte, on est une entreprise de production du groupe Velux. Donc on fait de l'industrie un peu lourde, on va dire, hein. On travaille le verre, le bois, l'aluminium. Donc on a des outils tournants, on a des presses, on a des machines manuelles jusqu'à full automatique. Donc on a un peu toute cette panoplie sur le site. On est sur 27 hectares, on est sur 60 000 m² couverts. Donc voilà, ça fait des gens qui travaillent sur tout type d'horaire. Donc voilà, des problématiques que beaucoup d'entre vous certainement connaissent, qui est de comment on fait pour impliquer l'ensemble du personnel, quel que soit son métier, son bâtiment, son horaire de travail, dans la démarche sécurité. Alors, on avait bien échangé avec Eric, et effectivement, ce que je souhaitais partager avec vous, ce sont des exemples concrets déployés sur le site qui concourent à impliquer l'ensemble du personnel. On est organisé, je vous disais, avec cet esprit de PME, un peu par bâtiment. Nous, on appelle ça, on est organisé sur le principe de la systémique. Donc, au sein d'un système, d'un bâtiment, l'ensemble des missions sont transférées à ce bâtiment. Donc, un bâtiment, ça va être une vingtaine d'opérateurs de production avec un animateur de production. Et au sein de cette équipe, ils vont assumer l'ensemble des missions pour fabriquer soit un sous-ensemble de la fenêtre, soit faire le montage de la fenêtre finale. Et donc, au sein de cette équipe, nous, on est organisé, on a très peu de systèmes support. Et en fait, on transfère tout ça à l'ensemble de l'équipe de production. On s'est beaucoup inspiré de l'entreprise libérée et de beaucoup d'équipes, de principes d'équipe autonome. Et donc, la logique, c'est de faire en sorte que chacun, en fonction de ses appétences et de ses centres d'intérêt, puisse prendre des responsabilités et des missions périphériques qui, d'habitude, sont plus transférées à un service HSE, à un service maintenance, à un service logistique, etc. Au sein de la boîte, au sein de la mini PME, on va avoir donc ce qu'on appelle des opérateurs compétences plus. On les appelle comme ça. Ce sont des ambassadeurs d'un thème. Et en fonction de leur appétence, on va en avoir certains vont choisir la sécurité, d'autres la qualité, d'autres la maintenance, d'autres voilà, on a des EPI, des SST, bien entendu, c'est réglementaire, mais on va avoir dans pas mal de domaines. Et donc, quand bien même on est une industrie de production de petites et moyennes séries, donc avec des tâches quand même qui, pour une bonne partie, sont répétitives, à cadence, etc. En fait, cette équipe de production va se partager les rôles, et on va avoir un compétence plus ou deux en sécurité, on va en avoir en maintenance, etc. Et ces gens-là viennent épauler l'animateur de production. Alors, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, puisque dans cette organisation, on a à peu près 40% du personnel qui est opérateur compétence plus. Et c'est là où ça devient relativement puissant, parce que ce n'est pas qu'une histoire de quelques experts spécialistes, c'est vraiment comment embarquer l'ensemble, une grande partie des salariés, ce qui fait aussi que, après, on le verra dans les missions, quand ils vont aller dire entre eux, entre collègues,
tiens, on peut travailler là-dessus, tiens, il y a ça à faire attention, il y a ça à intégrer, ça c'est les points positifs, ça on peut l'améliorer. Et ben en fait, comme beaucoup de personnes prennent ce genre de mission, ils acceptent complètement le fait que c'est un pair, PAIR, qui va transmettre une information à un collègue de travail, et c'est pas, entre guillemets, un chef. Nous, on se base sur cette logique. On cherche à éviter toute notion trop hiérarchique, et on cherche plutôt à impliquer l'ensemble du personnel dans cette démarche. Donc, on a 40% des opérateurs qui sont dans ces logiques-là. Et quand je vous disais les fonctions support habituelles dans les autres entreprises, qui pourraient venir faire la maintenance, qui pourraient dépanner ou qui pourraient venir traiter un certain nombre de résolutions de problèmes sécurité, ben là, ça va être les équipes de production, les compétences plus et les collègues qui vont faire ce genre de choses. Pour faire simple, même sur la partie maintenance, que certains connaissent sur un site industriel, nous, on a des gens en maintenance, on a une équipe de 6 personnes pour un site de 450 personnes où on a plus de 400 machines. Donc, même si on a beaucoup de machines, on n'a que 6 personnes, ingénieurs et techniciens. Et en fait, leur mission, on va le voir après, c'est de former les opérateurs compétences plus, c'est de les aider à définir les plans de maintenance préventive, c'est les aider à résoudre des problèmes lorsqu'il y a vraiment des pannes complexes, mais c'est de rendre autonomes les opérateurs dans leur environnement de travail. Donc, la logique finale, c'est vraiment rendre chacun autonome, rendre chaque bâtiment autonome. Et comme tout le monde ne peut pas être expert de tous les sujets, en fait, c'est de partager en fonction des thèmes. Et il y en a qui ont la fibre sensible avec la sécurité et d'autres avec la maintenance, etc. Alors, ces opérateurs compétences plus, quelles sont leurs missions? Parce qu'on a essayé quand même d'harmoniser ça, quels que soient les thèmes. Ils ont des compétences spécifiques dans leur domaine. Et donc, ils ont une des premières missions, c'est de former les nouveaux entrants. Pendant la période Covid, on a eu beaucoup d'activités, on a eu plus de 200 intérimaires. Tous ces intérimaires, ils ont été aussi formés par les opérateurs compétences plus dans leur environnement de travail. Donc, on va avoir, quand on forme les gens, on a un accueil sécurité avec ce qui va bien. Et après, quand les gens arrivent dans le bâtiment, il y a une formation spécifique au bâtiment avec les outils de production. Et comme ça ne rentre pas en une seule fois, le compétences plus sécurité va être vigilant et va continuer à passer les bons messages. Le deuxième point, c'est qu'ils vont aider les collègues à résoudre des problèmes quand on est face à une situation un peu particulière qui nécessite à se poser 5 pourquoi, à se poser les questions de pourquoi, comment, trouver la cause première. Ces gens-là sont bien formés et accompagnent à cette résolution de problèmes. On le verra après avec des exemples d'amélioration continue, parce qu'on est sans cesse dans une logique de on ne se contente pas de la situation présente, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, donc eux et leurs collègues. Ils font aussi ce qu'on appelle des process confirmation. Donc, le process confirmation, c'est des mini-audits. Et l'avantage, c'est que c'est entre pairs. C'est-à-dire que c'est pas, même si les managers font aussi ce genre de process confirmation de vérification des bonnes pratiques, on est dans lean manufacturing avec des bonnes pratiques, mais ces opérateurs compétences plus vont aller voir leurs collègues pour les questionner avec des questions ouvertes et vérifier que on connaît bien les risques associés, que les EPI sont bien portés. Quand on fait des opérations de réglage ou de maintenance, les bonnes pratiques sont utilisées et connues. On a également alors ils suivent également les plans d'action dans le domaine sécurité. Tiens, on a telles actions qui sont à mener, c'est eux qui vont prendre et qui vont récapituler les actions et qui vont les suivre. On a une réunion hebdomadaire, je reviendrai après dessus. Chacun d'entre eux va prendre la parole pour rappeler, tiens, ces points-là, c'était très bien, super, on a bien avancé. Et puis là-dessus, il nous reste ça à faire et pensons-y et on le fera mercredi ou jeudi, etc. Voilà, et eux-mêmes sont acteurs de l'action d'amélioration. Alors, un point indispensable dans ce modèle aussi, on appelle ça usine visuelle et communication. On a une réunion hebdomadaire. Notre réunion hebdomadaire, elle dure à peu près 15 à 20 minutes. Et ce sont les opérateurs eux-mêmes. C'est plus l'animateur qui, devant les collègues, va dire tiens, cette semaine, il faut penser à ça, on en est là sur les indicateurs et on va déployer ces actions. Ce sont les opérateurs compétences plus qui, à tour de rôle, prennent la parole devant leurs collègues pour, dans leur domaine, préciser les éléments importants tout en mentionnant des points positifs, des points d'amélioration et des questions ou des indicateurs où est-ce qu'on en est. Et ça pourrait paraître anodin, mais je peux vous garantir que ça, on a beaucoup, nous, progressé ces 3-4 dernières années là-dessus. Et c'est réellement quand l'opérateur passe devant le pupitre, on a une petite table ronde de bar au milieu de la zone de com, là, je ne l'ai pas prise en photo, mais en fait, finalement, c'est plus le problème de l'animateur ou du manager de régler tel ou tel sujet, c'est moi, je me sens légitime au sein de mon équipe pour débattre de ce thème-là
et pour déployer des actions et quelque part mobiliser mes collègues là-dessus. Et le fait que chacun d'eux prenne la parole, ça permet également d'emmener avec eux d'autres personnes. Alors, bien entendu qu'on est dans ce programme sécurité depuis relativement longtemps. Cette démarche sécurité, elle fait un peu suite à un événement malheureux. On avait en 2005 une journée porte ouverte organisée un samedi matin où il y avait toutes les familles. Ça devait être une journée festive. On travaillait un samedi matin et à 6 heures du matin, 1 heure avant que tout le monde arrive pour la visite d'usine, il y a une personne qui s'est coupé 2 doigts sur une machine bois. Donc, j'aime autant vous dire que ce jour-là, ça a complètement chamboulé la journée et on s'est dit plus jamais ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien entendu, très vite, la conclusion, on s'est fait accompagner, très vite, la conclusion était sur l'humain et comment on peut changer les comportements et comment on peut embarquer tout le monde dans cette démarche-là. Et donc, après, là, on est sur un certain nombre d'éléments qui concourent à ça. Donc, on a des ambassadeurs sécurité. On fait fréquemment ce qu'on appelle des process confirmation, je vous en ai parlé, mais aussi des dialogues sécurité. Les dialogues sécurité, là, pour le coup, c'est plutôt soit des opérateurs compétences plus et des managers qui vont voir une personne dans son environnement de travail et poser des questions ouvertes. Et là, on joue plutôt sur la corde émotionnelle, c'est-à-dire faire cheminer chacun par des questions ouvertes sur quelles seraient potentiellement les conséquences d'un accident dans la vie au travail, dans la vie de tous les jours, de sorte à ce que chacun visualise et contextualise que s'il y a un danger, potentiellement, qu'est-ce que ça peut générer? Et à partir de là, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je propose? Et en quoi je peux devenir acteur dans tout ça? On a pour habitude de démarrer l'ensemble de nos réunions, quelles qu'elles soient dans les ateliers ou même dans les salles de réunion, par un point sécurité. Soit c'est un contact sécurité, là ça peut être quelque chose de générique, soit c'est une situation à risque. Chaque salarié dans l'entreprise a pour objectif chaque année de remonter minimum 4 situations à risque. Ça, on le traque, on le suit, etc. Et donc, les opérateurs partagent les situations à risque. Et dans la réunion hebdo management qu'on a chaque lundi soir, chaque participant se doit d'arriver avec une situation à risque qu'il a entendue dans son atelier. Donc, on a cette culture de partager les situations à risque et de parler sécurité très fréquemment. Les autres points, je pense, sont des points plus réglementaires. Les deux photos là que l'on a mises, la photo en haut, c'est la formation sécurité. On a une formation qui s'appelle Tous en sécurité, où on s'appuie à la fois sur une vidéo qui relate un accident très grave, où la personne accidentée raconte toutes les conséquences sur sa vie personnelle. Donc là, on joue vraiment sur la corde émotionnelle, et après, on déploie des consignes sécurité, des éléments sécurité. Et la photo qui est en bas, on a une salle dédiée dans l'entreprise, avec l'ensemble des éléments sécurité qui existent sur le site pour que, quand un opérateur compétence plus, avant qu'il aille dans son bâtiment, traverse la salle qui est ici et forme ses collègues de travail à tous les EPI qui peuvent exister ou un certain nombre. Donc, c'est rendre concret des choses plutôt que via un PowerPoint ou autre chose. Ensuite, on arrive sur la partie comment on passe de la logique. Quand j'ai entendu quelque chose, je retiens 10% de ce que j'ai entendu. Par contre, quand je l'expérimente et quand je deviens acteur, quelque part, j'en retiens 90%. Et donc, la logique au sein de l'entreprise, c'est comment rendre acteur chacun. Mais acteur, ça veut dire je fais. Moi, depuis toujours, je me bats contre les histoires de boîte à idées. Parce que les histoires de boîte à idées, ça finit toujours en Yaka, Faucon, ce serait au service maintenance de le faire, et puis on n'a jamais les ressources et on ne sait même pas où ça en est, et puis ça finit assez souvent en nœud de boudin. Il y a peut-être des réussites, mais moi, mon vécu avait été plutôt là-dedans. Donc, en 2006, justement, quand on a mobilisé l'ensemble des équipes à l'époque, c'était sécurité et qualité. Maintenant, c'est devenu notre trophée de développement durable. On récompense dans l'entreprise les actions mises en œuvre par les opérateurs. Les actions d'amélioration mises en œuvre par les opérateurs. Donc, ce n'est pas des idées, c'est des réalisations concrètes, et je vais en donner des exemples. Alors, lorsqu'on a lancé ça, on s'est dit, super, on va le lancer, et puis dans 2 ans, 3 ans, on aura certainement fait le tour de la question, et puis on aura plus de mal. Et en fait, ça existe depuis 2006, on est en 2022, on est à plus de 10 500 actions mises en place, mises en œuvre. Par an, on est à peu près à 2 à 3 actions par an et par personne mises en œuvre. C'est des actions qui coûtent de l'ordre de 100 à 120 euros. On a fait un peu une statistique sur une année de combien ça nous coûtait et combien ça nous rapportait. Il faut dire que le gain, il est à peu près 10 fois supérieur à ce que ça nous coûte. Sachant qu'il y a aussi des actions dont on n'arrive pas à chiffrer le coût quand on parle de sécurité.
Alors, quelques exemples de ces actions d'amélioration. Alors, je ne sais pas si on va bien voir partout, mais là, par exemple, donc en fait, on le formalise. On a une maquette de formalisation, photo avant, photo après, quelques commentaires, et tout ça, c'est les opérateurs qui le remplissent. Et en fait, après, on sélectionne si c'est une action sécurité, qualité, lean ou autre domaine. Donc là, cette action, elle a coûté 50 €. Là, ce sont 3 personnes qui se sont mises ensemble, Thierry Baclet, Michael Lyon, Sylvain Verdun. C'est dans le bâtiment du montage, où on assemble un cadre de l'ouvrant de la fenêtre, où on met 2 composants ensemble, et à un moment donné, on a un composant assemblé, on prend une agrafeuse. On a des agrafes qui font plus d'1,5 centimètre de long à certains endroits. Et donc, le risque ici pertinent, c'est qu'on peut se mettre l'agrafe dans le doigt. Et donc là, ce que l'opérateur a mis en œuvre, il a mis en œuvre une sorte de sauterelle où on positionne le cadre, il ferme la sauterelle, et puis de ce fait-là, il peut éloigner la main qui maintenait les 2 composants ensemble, et il vient agrafer tranquillement. Et donc, c'est eux qui viennent mettre le commentaire. Un deuxième exemple. Là, ici, on est dans la production, on fait des composants, des raccordements en aluminium qui sont mis dans des boîtes, et on a des prélèvements à faire, des prélèvements qualité. Pour prélever le produit, il fallait le prendre sur la ligne. Et finalement, le prélèvement du carton, de la boîte qui est à contrôler, n'était pas ergonomique du tout. Il fallait l'attraper, il fallait se pencher assez loin sur le convoyeur. Et donc là, les personnes ont mis un convoyeur manuel à un endroit, plus un boîtier avec un bouton d'actionnement, pour créer une autre sortie. On sort du grillage et le convoyeur, le composant, le produit sort et devient accessible facilement. Donc là, les personnes, d'où l'intérêt d'avoir des équipes avec des multi-compétences, parce que là, c'est les opérateurs, des fois compétences plus, qui vont mettre en œuvre les modifications techniques qui sont en œuvre. Par contre, peut-être que ce n'est pas cette personne qui a eu l'idée. Là, on a Samuel Lotin et Patrick Dubos qui se sont mis dessus. Un des deux est compétences plus maintenance et l'autre est compétences plus qualité. Donc, vous voyez, ça répond à la problématique de l'un. Par contre, ils se sont mis ensemble pour résoudre le sujet. Ils ont dépensé 200 € et quelque part, maintenant, c'est beaucoup plus ergonomique. Un troisième exemple de travail en hauteur. On devait intervenir. On a des filtres qui étaient au-dessus d'une machine qu'il fallait nettoyer fréquemment. La machine, on l'a reçue comme ça. On sait que le travail en hauteur, il y a des risques de chute. Et bien là, de ce fait-là, ils ont décidé de descendre, de modifier la machine pour descendre et positionner les filtres à hauteur de travail. Et ça a été fait, voilà, ça leur a coûté 50 €. Ils ont soudé, c'est une personne qui a soudé ça. Et il a mis en place cet exemple. Un autre exemple, on a des composants bois que l'on met sur des palettes. On a des tire-palettes à haute levée, sauf que le bouton de levée du tire-palette, il est d'un côté de la palette. Il est là où on bouge et où on tire la palette. Sauf qu'au poste de travail, la palette, elle est positionnée dans l'autre sens pour des bonnes raisons. Et donc, de ce fait-là, le bouton d'actionnement du lever du tire-palette, il était à 1,50 m de l'opérateur et loin. Et qu'est-ce qu'on constatait? Truc qui n'est pas pratique, le tire-palette, il était pas rarement utilisé selon les personnes, ou déjà pas toujours mis à hauteur. Et donc là, l'opérateur a eu l'idée, ils se sont mis à deux, de déplacer, de déporter, de faire une modif sur le tire-palette haute levée, de sorte à déporter le bouton d'action levée et montée du tire-palette. Donc, vous voyez, toutes ces actions sont des exemples qui sont mis en œuvre par les gens. On a un jury chaque mois qui se réunit avec 12 personnes. Il y a 5 membres permanents du staff et il y a 7 opérateurs qui tournent tout le temps, ce ne sont jamais les mêmes. Et on choisit les 3 meilleures actions du mois. La meilleure gagne 300 €, la deuxième 150, la troisième 75. C'est relativement simple. Ce sont des petites actions, on en veut beaucoup. Et après, il n'y a pas de critère de choix des actions. Ce qu'on veut, c'est impliquer, mobiliser tout le monde. Et dès que l'on constate une situation à risque, qu'est-ce que l'on propose? Qu'est-ce que je propose? Et c'est pas, voilà, c'est pas. On n'a pas besoin de bac plus 25, on a besoin de concret, on a besoin de gens qui deviennent acteurs plutôt que spectateurs. Et la deuxième chose que l'on récompense dans ce trophée, c'est la mini-usine qui en a fait le plus. Parce que l'ensemble de notre démarche, elle est basée sur le collectif. Et donc, quand on récompense la mini-usine qu'on a fait le plus, après, voilà, on donne 50 € par personne pour faire un événement collectif. Ils vont faire un concours de pêche, ils vont faire un barbecue. C'est eux qui choisissent l'activité. Mais tout est basé sur le collectif. Et voilà, impliquer tout le monde dans les démarches et partager les responsabilités. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Merci beaucoup. Je pense que c'est un exemple extrêmement inspirant
parce que c'est pas du théorique, c'est quelque chose qui est vécu depuis de nombreuses années. Il y a 2-3 clés que tu nous as données. Le fait du collectif déjà, donc de donner le pouvoir aux gens. Le terrain. La sécurité, ça se passe sur le terrain. On fait souvent l'écart entre le prescrit et le réel, hein, mais il faut vraiment aller sur le réel et non pas sur le prescrit, sur ce qu'on pense que les gens font, mais aller au plus près du terrain. Il y a le fait d'agir, donc la possibilité d'agir et de montrer que les choses changent, ça emmène tout le monde, ça emmène même les récalcitrants. Je pense que peut-être qu'il y a des statistiques dessus où au départ les gens ne croyaient pas au système, et le fait que ça change, ça fait qu'il y a de plus en plus d'adhésion au système, je suppose, dessus. Et puis justement cette notion d'amélioration continue, c'est-à-dire que c'est un chemin qui est là, mais il y a de toute façon, il y a peut-être de temps en temps des nouvelles machines et des gros investissements qui sont faits, mais il y a surtout la vie du quotidien, la vie de tous les jours, et nous dire que voilà, c'est tous les jours, toutes les semaines des réunions des points sécurité, tous les mois un jury pour récompenser les choses, un classement qui continue d'année en année. Je pense qu'on a 2-3 clés dessus sur ce que vous avez fait. Un grand bravo en tout cas. Et félicitations. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. Oui, j'en ai sur le chat. La première, c'est comment sont qualifiés les opérateurs compétences plus après avoir été portés volontaires. Voilà. Comment se qualifient Comment sont qualifiés les opérateurs compétences plus? Ouais. Alors, aujourd'hui, nous, au sein de l'entreprise, on a un système de classification des opérateurs qui, historiquement, est basé sur les compétences à conduire un certain nombre d'équipements et d'équipements de plus ou moins complexes. Notre grille est plus ou moins, je ne veux pas dire presque obsolète, mais très dur d'être en permanence à jour. Aujourd'hui, nos compétences plus ne sont pas rémunérées plus que les autres opérateurs. C'est une question qu'on a eue fréquemment au départ par certains compétences plus qui disaient « moi, si je veux ça, j'aimerais avoir plus là-dessus ». Ça nous a longuement questionné et au bout du bout, on a dit non, on ne veut pas rentrer dans une logique de je fais ça si j'ai le droit à la carotte. On a longuement insisté aussi dans nos formations. On fait des formations à ce qu'on appelle Gérons notre entreprise, donc sur la connaissance économique de ce que c'est que la rentabilité d'une entreprise. On fait des formations sur la sécurité. Enfin, on fait beaucoup de choses parce qu'on ne traite pas que la sécurité comme ça, on traite ça tous les domaines. Donc, plutôt pour comprendre quelle est la rentabilité d'une entreprise et qu'est-ce qui va faire qu'elle va devenir durable. Et donc, on s'inscrit tous là-dedans et tous, nous pouvons agir. Et on ne veut pas rentrer dans une logique de « j'ai fait ça, donc j'ai le droit à ça ». On veut que chacun soit acteur. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de différenciation de salaire entre les compétences plus. Et on s'intéresse beaucoup plus, et c'est le rôle aussi de l'animateur, de connaître vraiment chacun des membres de son équipe pour savoir qu'est-ce que les gens aiment faire. Et au final, on a beaucoup plus d'engagement quand les gens font ce qu'ils aiment faire. Des opérateurs compétences plus maintenant, il y en a beaucoup qui bricolent leur voiture, qui ont construit leur maison, qui s'intéressent à l'électricité. Certains ont un bac pro dans ce domaine, mais qu'on n'avait jamais décelé, qu'on n'avait jamais utilisé, qu'on a laissé sur le côté, puis finalement ils y reviennent. On a des gens sur la sécurité qui sont pompiers. Les formations sécurité EPI, ce sont des opérateurs qui font en interne. On a internalisé toutes les formations EPI et SST. Ce sont nos opérateurs qui compétences plus, dont certains sont pompiers en dehors, qui font ça. Et ils sont juste ravis de faire ces formations parce que, en parallèle, encore une fois, de la mission de production, ils font réellement aussi ce qu'ils aiment, qui leur parle. La sécurité, ça me parle. On a des personnes sur la qualité, c'est assez souvent des gens qui aiment bien faire les choses, qui sont attentifs à la qualité du produit. Et donc, prendre des missions là-dedans, ça leur parle parce que ça résonne par rapport à qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce que j'aime faire. Et donc, pour nous, le compétence plus, c'est pas forcément un moyen d'accéder à plus de rémunération, c'est plutôt un moyen de faire des choses qui ont du sens encore plus pour nous. Juste une petite question, est-ce qu'il n'y a pas un problème où, à un moment, la compétence plus prend plus de place dans le métier de la personne que son métier de base? Je ne sais pas comment vous... Alors, aujourd'hui, donc nous, on fonctionne avec du collectif, c'est une équipe, et on rémunère les gens en fonction de la performance. Et pour autant, dans leur mission, il y a des heures, entre guillemets, directes, où on produit des produits. Donc, on a des heures divisées par des quantités, des unités, et ça fait un temps, ça fait une efficacité. En fonction de ça, il y a une performance. Là où on a dû former les gens, c'est pour dire, effectivement, il faut investir des heures indirectes, parce que sinon, on sera compétitif aujourd'hui, mais dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, si on n'a pas investi des heures indirectes d'amélioration, de maintenance, etc. Donc, voilà. Et donc, c'est là où intervient aussi l'animateur. C'est que l'animateur est le garant que chacun ne pense pas que court terme, mais pense aussi moyen et long terme. Aujourd'hui, des compétences plus, dans l'entreprise, on ne mesure pas les heures indirectes.
il y a longtemps de ça, on a des systèmes de badgeage, hein, on en a toujours, mais aujourd'hui, on badge juste la présence. Avant, on badgeait les heures directes, les heures indirectes, etc. C'était jamais juste. On passait notre temps à corriger et on n'en faisait rien du tout. Au bout d'un moment, elle dit stop. La mini-usine, elle a toutes ses heures et elle sort tant de produits comme si Et après, à chacun d'investir ou pas. Donc, c'est eux qui arbitrent. Il y a des mois, ils vont faire moins d'améliorations, ils auront fait plus de production. Mais peut-être que dans 2 mois, parce qu'on se doit aussi d'améliorer la performance. Et donc, on les accompagne pour être sûr que ils investissent aussi des heures indirectes. Et donc, des opérateurs compétences plus peuvent passer entre 5% et des fois, une semaine, si on a eu beaucoup d'améliorations en maintenance, ils peuvent passer 30%, 40% de leur temps là-dessus. Et c'est eux qui gèrent leur truc. J'ai une autre question qui dit alors attendez, parce que j'en ai une autre qui a bousculé l'autre. Qu'est-ce qui fait que vous, Monsieur Grasset, êtes aussi impliqué personnellement sur la sécurité? Alors, je vous ai raconté l'accident sécurité hein, qui m'a marqué en 2005. Hein. À l'époque, je n'étais pas dans ma position, je m'occupais de la production, justement. Et cette journée m'a traumatisé à titre personnel également. Et mon directeur de l'époque m'a dit, Renaud, à partir de maintenant, c'est 0 accident. Moi, je lui ai dit, c'est 0 plus ou moins combien? Il m'a dit, c'est 0 plus 0. Et il n'y avait plus de discussion possible et il n'y avait plus de choix. Et ce qui est certain aussi, c'est que dans toute démarche sécurité qu'on entame, et je pense que ici tout le monde présent, si vous êtes là aujourd'hui, ça nécessite l'engagement de chacun et en premier aussi, bien entendu, de la direction. Si on veut s'assurer que chacun devient acteur, y compris de la sécurité, c'est non seulement l'engagement de la direction, et c'est aussi un engagement au quotidien. Toutes les formations sécurité qui sont faites, enfin tous en sécurité, moi je fais l'introduction de la formation tous en sécurité pour rappeler aussi l'importance qu'on attache à ça. Et je fais les dialogues sécurité, je vais faire des process confirmation. C'est important que chacun des managers, quel que soit son rôle, soit très acteur là-dedans. Mais effectivement, ça me parle à ce sens-là. Mais moi, ce qui m'anime au-delà de la sécurité, c'est avant tout l'aspect humain. J'ai eu l'occasion, après mes études, de partir 2 ans en Afrique et de voir des gens qui, avec très peu de choses, avaient la banane tous les jours et étaient capables de réellement donner le meilleur d'eux-mêmes et voilà, étaient juste contents de ça. Et donc, ce qui m'anime quand je vous parlais d'entreprise libérée ou d'équipe autonome, c'est vraiment comment on fait pour impliquer chacun dans cette démarche-là. Et quand il y a des belles réussites et qu'on met ça en avant et qu'on en parle, quand on a des visites clients, quand j'ai les Danois qui débarquent sur le site, c'est pas moi qui tiens le micro dans chacun des bâtiments. Je donne le micro à chacun des opérateurs qui va expliquer son métier ou qui va parler de la sécurité. Et quand c'est eux qui en parlent, je veux dire, il y a une telle reconnaissance. Après, c'est pas une histoire de 3 €, c'est une histoire de chaque personne se sent reconnue pour son engagement et pour ses actions. Taux de turnover chez Velux? Pardon? Taux de turnover chez Velux? Alors, sur le site, on est plus à fêter des 40 ans d'ancienneté plutôt qu'à parler de turnover. On est aux alentours de 1,5 à 2% de turnover. Merci, ça ne m'étonne pas. Et taux de fréquence, gravité, tout ça, du coup, c'est au plus bas? Alors, ce que je répondais, on est à peu près à un accident tous les 2 ans, accident avec arrêt tous les 2 ans. Ça parle. J'ai une question, mais là, c'est plus personnel. Hein. Serait-il possible de venir vous rencontrer, Monsieur Grasset, avec un directeur d'un site dont j'ai la charge? Oui. Ça, vous vous mettrez en relation avec Mais la personne réponse qui est oui. Disons qu'on a pour habitude de Ouais. partager avec différentes personnes. Nous, l'intérêt qu'on y voit aussi, c'est quand on a des visiteurs et des questions, ça nous challenge. Et on a aussi, encore une fois, je vous parlais de reconnaissance. Donc, non seulement, bien entendu, je peux témoigner, mais ce qui m'intéresse, c'est aussi qu'on ait d'autres personnes de l'entreprise qui témoignent. Parce que quand il y a ça, il y a aussi cet aspect de reconnaissance. Parce que, comme l'était sur la première photo de départ, quand on va chercher un trophée, c'est avant tout l'équipe qui l'a et ce n'est pas Renaud Grasset, quoi. C'est votre responsabilité sociétale, si j'ai envie de rebondir sur la RSE. Exactement. Voilà. Il y a quelques temps, on témoignait sur l'engagement RSE parce qu'on a un peu la même démarche sur l'environnement, sur l'énergie, sur le CO2, etc. Voilà. Merci. Pardon Patrick, juste une petite question en termes de performance économique et de compétitivité au sein des usines Velux. Est-ce que tu auras un petit commentaire? Ça, effectivement, c'est pour moi aussi un élément de différenciation. Au sein du groupe Velux, il y a des usines en France, mais il y en a en République tchèque, en Pologne, et dans tous les pays à bas coût main-d'œuvre. À aujourd'hui, on sort une fenêtre sur le site
au même tarif qu'une fenêtre qui est produite en Pologne ou qui est produite en République tchèque. Et là, pour moi, personnellement, la clé de compétitivité, alors qu'on a un taux horaire, aujourd'hui, il a un ratio de 1 à 2 entre un Français et un Polonais. Donc, on est 400, on prendrait 400 opérateurs. Il y a un ratio de 1 à 2 au taux horaire. On est aujourd'hui 40% plus efficace que l'usine de Pologne. Et quand on ajoute le taux de perte qui est plus bas chez nous, les coûts de structure, les coûts de dépenses, d'entretien de maintenance, etc., on récupère le delta qu'on a sur la main-d'œuvre, en fait, on le récupère sur tous les autres postes. Ce qui fait que ça nous fait des prix de revient qui sont complètement alignés avec la Pologne. Oui. Je voulais savoir, comme dans les pays nordiques, bon, il y a une culture du dialogue social, etc. Donc, est-ce que ça a une influence justement sur les pratiques que vous avez dans votre usine? Alors, c'est certain qu'effectivement, enfin, moi, je me considère très chanceux de faire partie du groupe Velux. Il y a vraiment cette culture nordique, la culture du collaboratif, du construire ensemble, du dialogue avant d'agir, il est clairement aussi partagé dans la culture. Donc, quand je partage l'organisation que l'on a sur le site avec les Danois, pour eux, ça leur paraît complètement réaliste. Et ça les intéresse parce que voilà, ils n'en sont pas toujours là sur tous les sites, mais réellement, ils adhèrent à la logique. Il y a vraiment cette culture du collaboratif, du faire ensemble, qui existe aussi dans ces pays-là, et c'est une vraie force. Donc, ouais, effectivement. Apparemment, on n'a plus de questions. Un grand merci à toi, Merci. Renaud, et félicitations pour tout ce que tu as fait. Merci. Et j'avais oublié dans les clés que tu nous as données, bien évidemment, et je pense que c'était évident pour tout le monde, l'implication de la direction dans toutes ces démarches-là est un prérequis. Et de par ta présence, tu prouves encore une fois ton implication sur ces sujets dessus. L'implication et l'exemplarité, voilà, toutes ces choses-là, il faut véritablement, et l'incarnation de, voilà, il faut porter les idées, le fait que ça dure dans le temps aussi, hein, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça prend des années pour changer une culture, pour construire cette culture-là.